On est très content que vous soyez venus nombreux pour cette conférence sur la lutte continue, comme nous l'avons intitulée, le droit de vote des jeunes aussi et des étrangers et quelles évolutions depuis 1960. Nous avons décidé d'associer aussi le droit de vote des jeunes parce que nous pensons que c'est une lutte commune que nous avons entre étrangers qui veulent le droit de vote et les jeunes qui le veulent à partir de 16 ans. Et c'est pour ça que nous avons aussi comme partenaire la Confédération générale de la jeunesse ainsi que le CEFIS et bien sûr nos sponsors, l'œuvre et le LISER. Donc la conférence aura lieu de la façon suivante. Nous allons d'abord avoir une introduction plus scientifique de la part de Michel Paoli sur justement l'évolution du droit de vote des jeunes et des étrangers depuis 1960. Ensuite, nous aurons une contribution de l'ASTI selon le sondage TNS-ILRES qui vient de sortir sur cette question. Donc, allons vous présenter les derniers résultats qui ont été donc présentés par TNS-ILRES suite à donc dans le cadre de nos 40 ans, nous avions fait ce sondage. Donc, nous allons juste présenter cette partie-là. Ensuite, nous allons passer à Anna Mareire qui va nous parler de son travail comme multiplicatrice qui essaie de mobiliser les gens à s'inscrire. Et finalement, nous avons l'honneur et la joie d'accueillir la bourgmestre de La Rochette, Madame Nathalie Silva, qui, elle, va nous parler de son expérience comme personne, mais aussi comme politique. Voilà, et ensuite, bien sûr, vous aurez aussi la parole. Donc, je commence tout de suite. Je donne donc la parole à Michel Paoli, qui va donc nous faire sa présentation. Je crois que tu dois pousser, ou sinon... Ouais. C'est bon. Bonjour de ma part également. La loi électorale du 16 août 1919, celle dont on a célébré donc le centenaire l'an dernier, a prévu dans son article 1er 4 conditions pour pouvoir exercer le droit de vote actif, c'est-à-dire pour être électeur aux élections législatives nationales et aux élections communales, à savoir, et je cite l'article 1er, pour être électeur, il faut premièrement être luxembourgeois ou luxembourgeoise, deuxièmement être âgé de 21 ans accomplis, troisièmement jouir des droits civils et politiques, et quatrièmement être domicilié dans le Grand-Duché. Pour le droit de vote passif, c'est-à-dire pour se faire élire, l'article 180 de la loi énumérait les mêmes conditions, sauf qu'il fallait être âgé de 25 ans le jour des élections. Mon propos aujourd'hui est de voir comment ces conditions qui rendaient le suffrage moins universel qu'on pourrait le croire ont été modifiées au fil du temps. Je passerai assez rapidement sur la condition de jouir des droits civils et politiques. Cette disposition excluait du droit de vote actif et passif toute personne condamnée à la prison, toute personne placée sous tutelle et tous ceux qui vivaient des subventions d'un bureau de bienfaisance, aujourd'hui appelé office social. Si certes le suffrage censitaire était aboli, les pauvres étaient donc toujours exclus du suffrage dit universel. Cette condition fut, il est vrai, la première à être allégée. Suite à une révision constitutionnelle de 1948, seuls les condamnés pour crimes sont encore exclus du droit de vote et l'exclusion pour pauvreté était abolie sans discussion. La première révision importante de la loi électorale eut lieu en 1972. L'âge électoral fut abaissé à 18 ans pour les électeurs et à 21 ans pour les candidats. Par ailleurs, la domiciliation au Luxembourg fut abolie, de sorte que le vote par correspondance put être introduit en 1984. L'abaissement de l'âge électoral était dans l'air depuis au moins 1963. Le député socialiste Henri Cravatte avait alors proposé l'âge de 19 ans pour les élections communales. Mais ce n'est qu'en relation avec les agitations des étudiants en 1968 que la discussion prit son véritable envol. Le 10 octobre 1968, le jeune député Gaston Thorn du Parti libéral déposa une proposition de révision de la Constitution en vue d'abaisser l'âge électoral à respectivement 18 et 23 ans. À la fin du mois,
Le gouvernement dut démissionner parce qu'il avait été pris de court par la proposition du député Parti chrétien social, Jean Spaus, visant à abolir le service militaire obligatoire. Mais avant de se séparer, la Chambre des députés vota avec 43 voix pour, 1 contre et 7 abstentions en faveur d'une résolution du Parti libéral invitant la Chambre issue des prochaines élections à réviser l'article 52 de la Constitution qui fixait les conditions pour participer aux élections. La fraction du Parti chrétien social était divisée, certains s'abstenant, d'autres votant pour cette déclaration de révisibilité. La nouvelle Chambre, élue en décembre 1968, discuta en janvier 1972 d'une révision de la Constitution entre-temps centenaire. Si le Conseil d'État et certains députés regrettèrent que le gouvernement n'eût pas présenté d'études sur l'état, et je cite, l'état de maturité des jeunes luxembourgeois, qui aurait démontré, et je cite encore, la prise de conscience politique des jeunes est un phénomène général ou plus ou moins limité à certains milieux. D'autres affirmaient que l'abaissement de l'âge électoral correspondait bien à une tendance européenne. Alors que les uns regrettaient le désintérêt des jeunes face aux politiques, d'autres soulignaient son intérêt politique accru. Rappelons que les protestations des étudiants avaient atteint leur paroxysme à Luxembourg en 1971 et que c'est vers cette même époque que furent créées l'UNIAO et quelques autres associations comme la STM, Forum, le Mouvement écologique, etc. Tous les députés étaient d'accord pour insister sur la nécessité d'améliorer l'éducation civique et politique des jeunes. À titre d'exemple, je citerai le député Parti chrétien social Léon Bollendorf. « Il faudrait amener les jeunes à réfléchir sur les grands problèmes des sociétés modernes. Il faudrait essayer de former en eux une conscience civique qui les habilitera à porter des jugements de valeur. Car autre chose est la connaissance des institutions, autre chose la communication des valeurs nécessaires à la subsistance d'une société démocratique. » À vous de juger si cette exigence exprimée en 1972 a été remplie entre-temps. Bollendorf et Colette Flech du Parti libéral avancèrent encore un autre argument en faveur du droit de vote pour les jeunes. Je cite Flech. « Force nous est de constater que la prépondérance croissante d'électeurs d'âge moyen ou avancé dans notre corps électoral n'est pas faite pour introduire un élément dynamique dans le processus décisionnel politique et pour réaliser les réformes qu'exige le XXe siècle. » La loi abaissant l'âge électoral actif et passif fut votée à l'unanimité, moins 1 voix. Seul Georges Marc du Parti chrétien social c'était son père, ce n'est pas lui. Tout en pointant du doigt les désordres créés à Paris en 1968, s'abstint en déclarant « Es steht op het standpunt dat het voor de jugendlich besser is bis 21 jaar te leren, anstatt politique te maken. » En décembre 1995, le député libéral Eugène Berger prit l'initiative de proposer l'abaissement de l'âge électoral passif à 18 ans. 3 mois plus tard, les députés socialistes René Colwelter et Marc Zanussi proposèrent 17 ans pour le droit de vote actif et 18 pour le passif. En 1996, Berger proposa 16 ans pour l'actif lors des élections communales. Ces propositions conduisirent en 2003 à une loi abaissant l'âge électoral pour les candidats de 21 à 18 ans au moment des élections. Malgré plusieurs initiatives du député Berger, l'idée d'abaisser l'âge de 16 ans pour les électeurs ne fut reprise qu'en 2015, lors du fameux référendum, dont la première question était libellée comme suit. Approuvez-vous l'idée que les Luxembourgeois âgés entre 16 et 18 ans aient le droit de s'inscrire de manière facultative sur les listes électorales
en vue de participer comme électeurs aux élections pour la Chambre des députés, aux élections européennes et communales ainsi qu'au référendum. 79 des électeurs votèrent non. Ils constituaient à l'époque 29,5% des habitants du Grand-Duché de Luxembourg. On vient à la première condition. La campagne pour une extension du droit de vote aux concitoyens porteurs d'un passeport non luxembourgeois fut lancée dès ses débuts par l'ASTI, créée, comme on sait, en 1979. Relayé par un dossier dans ce forum numéro 47 d'avril 81. C'est en 81 que l'ASTI lança lors du premier festival de l'immigration le slogan « Vivre, travailler, décider ensemble », accompagné d'une pétition qui recueillit la signature des 5 partis présents au Parlement, à savoir le Parti chrétien social, le Parti ouvrier socialiste luxembourgeois, le Parti démocratique, le Parti des socialistes indépendants et le Parti communiste, et des 2 grandes centrales syndicales, OGBL et LCGB. Mais la fraction réactionnaire du Parti chrétien social ne se laissa pas duper, et la rédaction du Luxembourger Wort tirait à boulet de canon d'encre noire sur cette initiative, soutenue par nombre de lettres à la rédaction, de sorte que lors des élections de 1984, ni le Parti chrétien social, ni le Parti démocratique, ni le Parti des socialistes indépendants ne reprirent la revendication qu'ils avaient signée dans leur programme électoral. Comme en 1987, l'Actionscomité Funne Sextel, futur parti ADR, vit le jour avec un programme assez ouvertement xénophobe, plus aucun parti ne prôna une réforme du droit de vote, bien que les étrangers ne constituassent à l'époque qu'un quart de la population résidente. Le jour même de l'ouverture du 6e Festival de l'immigration, la députée et journaliste Viviane Reding écrivit au Luxembourger Wort, je cite, « Aucune personne raisonnable ne peut être pour le droit de vote des étrangers, cela mettrait le pays à feu et à sang. » L'initiative pour faire avancer le débat dut donc venir de l'extérieur. C'est le mérite de l'Union européenne d'avoir inscrit dans le traité de Maastricht, signé le 7 février 1992 par les 12 pays membres de l'époque, le principe que le droit de vote serait accordé aux ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne habitant dans un autre État que celui dont il avait la nationalité lors d'élections pour le Parlement européen et aux élections communales. La ratification de ce traité dans un pays qui se considérait toujours comme élève modèle en matière d'intégration européenne n'alla pas de soi, à cause précisément de cet article. Ce n'est que par 3 voix de majorité que le Parti démocratique vota lors d'un congrès spécial pour l'adoption du traité. Les députés du futur ADR, tout comme certains députés du Parti chrétien social et du Parti démocratique, se firent forts, lors des débats à la Chambre des députés, d'un refus de l'article 8b, seule stipulation du traité à être contestée. Le député Emil Kriebs du Parti libéral maintint son refus lors du vote en le justifiant ainsi. Es kunt, trotz aller berechtigte kritieken gegen den Vertrag von Maastricht, für den Vertrag stimmen, maar ohne den Artikel 8b, den het Wahlrecht für Deutschland viergezet. Auch Disposition von der Derogation von den Aufänderungen, die für verschiedene Länder gelten können, sind für mich inakzeptabel. Il se voyait en cohérence avec son attitude de résistant durant la Deuxième Guerre mondiale. Ces dispositions du traité de Maastricht, conférant le droit de vote aux élections pour le Parlement européen à tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, furent transposées en droit luxembourgeois par la loi du 28 janvier 1994 et pour les élections communales par la loi du 28 décembre 1995, loi qui comportait bien des restrictions que je ne saurais détailler ici et qui allaient être progressivement levées ou allégées au cours des décennies suivantes.
Maintenant, je dois ouvrir une parenthèse concernant le droit de vote pour les chambres professionnelles. Bien que la déclaration gouvernementale du 29 juillet 1979 eût déjà laissé entendre que le gouvernement, et je cite la déclaration gouvernementale, le gouvernement entend en particulier associer les travailleurs étrangers à la désignation des chambres professionnelles, ce fut l'ASTI qui jeta le pavé dans la mare en refusant de payer en 1987 les cotisations de ces 3 employés étrangers à la Chambre des employés privés. Elle provoqua du coup un procès et un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes, prononcé en 1991, qui dit clairement que l'article 8 modifié du règlement CEE numéro 1612-68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une législation nationale refuse aux travailleurs étrangers le droit de vote aux élections des membres d'une chambre professionnelle à laquelle ils sont obligatoirement affiliés, à laquelle ils doivent cotiser et qui est chargée de la défense des intérêts des travailleurs affiliés et qui exerce une fonction consultative dans le domaine législatif. La conséquence en fut une modification de l'article 9 de la Constitution luxembourgeoise en 1994 afin de permettre aux étrangers l'exercice de droits politiques et finalement l'adoption en 1995 d'une loi abrogeant la clause de la nationalité pour le droit de vote actif et passif pour toutes les chambres professionnelles. Seule la CGFP avait émis un avis négatif qui entraîna le Parti démocratique à voter contre la loi. Je ferme la parenthèse pour revenir au droit de vote aux élections nationales législatives. Seules les élections législatives continuent donc à rester une exclusivité des nationaux luxembourgeois. Invitée en mars 2002 par l'ASTI, encore elle, a donné une communication dans le cadre de sa campagne Migration, les enjeux. C'est le Premier ministre Jean-Claude Juncker qui surprit l'audience par la déclaration suivante. Il faudra que nous réfléchissions aux conditions qui vont découler de cette scission en deux des résidents luxembourgeois, ceux qui disposeront de la plénitude des pouvoirs et ceux qui seront les seuls consommateurs des décisions prises par une minorité. Et j'arrive à la conclusion personnelle, il me semble évident que l'exercice du droit de vote doit être soumis à examen. Et pour ma part, je suis un adepte du concept de la double nationalité. Il fallut certes pas mal d'efforts de sa part pour convaincre le ministre de la Justice de l'époque, Luc Frieden, pour faire voter en 2008 un projet de loi facilitant l'accès à la double nationalité et partant au droit de vote de ses résidents ex-étrangers. Si effectivement cette loi fit grimper le nombre des naturalisations, l'ASTI ne cessa de dire que la mesure ne suffisait pas. Le solde migratoire continuant à dépasser le nombre de nouveaux luxembourgeois. Malgré le soutien de l'ASTI, du CLAI, de la Commission diocésaine d'immigration, de la Chambre de commerce et de bien d'autres, la revendication d'un droit électoral des résidents, quelle que soit leur nationalité, se heurta au refus de la CGFP et de la Chambre des fonctionnaires, qui voyaient pointer comme conséquence une ouverture de la fonction publique à des étrangers, ainsi que du Parti chrétien social et de l'ADR, qui refusèrent même de sortir les conditions électorales de la nouvelle Constitution en négociation pour en faire un simple texte législatif plus simple à modifier. Devant ce blocage, les partis de la coalition gouvernementale, à 3, décidèrent de soumettre la question à référendum, qui eut lieu le 7 juin 2015. La deuxième question posée avait la teneur suivante. Approuvez-vous l'idée que les résidents non luxembourgeois aient le droit de vote et le droit de s'inscrire de manière facultative sur les listes électorales en vue de participer comme électeurs aux élections pour la Chambre des députés,
à la double condition particulière d'avoir résidé pendant au moins 10 ans au Luxembourg et d'avoir préalablement participé aux élections communales ou européennes au Luxembourg. Vous connaissez tous le résultat. 163 362 électeurs dirent non. Ils étaient 76% des votants, mais seulement 28,4% des habitants du Grand-Duché en 2015. Le non avait été prôné notamment par un groupuscule nationaliste du nom de né 2015, présent surtout dans les médias sociaux, et par le parti ADR, ainsi qu'en termes larvés par le Parti chrétien social, dont la section jeune s'était prononcée pour le oui. La réponse négative aux 3 questions du référendum était cependant aussi le résultat d'une campagne gouvernementale très timide en faveur de l'octroi du droit de vote pour tous et d'une opposition larvée au gouvernement tripartite à qui maints électeurs continuaient de reprocher une accaparation illicite du pouvoir au détriment du Parti chrétien social traditionnel ainsi qu'une politique budgétaire restrictive. En alternative, le Parti chrétien social avait proposé de faciliter encore davantage l'accès à la nationalité luxembourgeoise, ce qui fut fait par une loi de 2017. Dans son mémoire de master, Katia Gonçalves en conclut, je cite, « Il semblerait que dans le cas luxembourgeois, les questions du droit de vote et de l'ouverture à la nationalité se rejoignent très souvent. La dernière sert souvent de soupape pour éviter la première. » Fin de citation. Mais entre-temps, des voix se font entendre, même au Parti chrétien social, qu'il faudra sans doute de nouveau ouvrir le débat sur le droit de vote de tous les résidents, car ce n'est plus qu'une minorité d'habitants qui, au Luxembourg, peut participer pleinement aux décisions démocratiques. En 2019, les conditions pour participer aux élections législatives continuent en effet à restreindre ce droit à une minorité de 42% des habitants de ce pays. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation fort complète et très intéressante. Alors nous avons pensé en tant qu'ASTI donc de montrer un peu, sonder un peu l'opinion publique luxembourgeoise et donc nous avions réalisé toujours dans le cadre de nos 40 ans avec TNS ILRES un sondage auprès des résidents luxembourgeois et étrangers sur la question du droit de vote et c'est Sergio Ferreira qui va nous présenter les résultats de ce sondage. Alors, plein d'entre vous certainement ont déjà eu l'occasion de regarder un peu les résultats du sondage. On les a divulgués il y a à peu près un mois et demi. C'est un grand sondage qu'on a fait dans le cadre des 40 ans et qu'on va décliner en plusieurs présentations au long de l'année. On a présenté tout d'abord la question de la participation politique. On aura au mois de mars un sondage ou les résultats du sondage qui concernent plutôt le sentiment d'appartenance. On avait déjà eu un peu cet élément dans la première partie. Et on va, au mois de juin, présenter les résultats d'un sondage plutôt inédit fait auprès des frontaliers. Donc, et c'est dans ce cadre que nous avons aussi présenté les résultats que nous allons rappeler ici. Donc, question qui a été posée très clairement, l'octroi de vote aux étrangers, droit de vote aux étrangers aux les élections législatives. Ici, la question concernait, selon la nationalité, la durée de résidence. On voit, quand on regarde ce qu'on appelle le top 2, pour la partie verte, disons comme ça, il y a une majorité de résidents au Luxembourg qui sont plutôt pour le droit de vote, selon les résultats du sondage. Quand on regarde dans le détail et on prend que les luxembourgeois, là, il n'y a plus de majorité. On est à 43% de luxembourgeois qui sont plutôt pour et qui ont une position qui ne bougera peut-être pas. Par contre, quand on va chez les étrangers, on a 60% qui sont favorables à ce droit de vote. Donc ici encore, on voit une différence entre les habitants, les résidents, et les électeurs. Quand on regarde le bottom 2, c'est-à-dire les
positions négatives qui ne vont pas bouger, là, il y a à peu près une moyenne de 18-20% de résidents qui sont plutôt contre n'importe quelle condition de résidence. Un autre volet qu'on a essayé de prendre le pouls, de comprendre comment les gens réagissent par rapport à ces questions, c'est la question de la participation aux référendums nationaux. Là, 40% de tous les étrangers devraient pouvoir participer sans restriction. 35% pourraient participer sauf pour des questions de souveraineté nationale et 8% disent que ne devraient pas pouvoir participer dans aucun cas de figure. 18% disent ne pas savoir ou ne pas avoir une position très claire là-dessus. Ici, encore une fois, on voit qu'il y a une certaine réticence mitigée, une certaine acceptation mitigée. Si on avance pour ce qui est des élections communales et de la participation réelle, donc ici, c'est les gens qui ont répondu, qui sont inscrits pour participer aux élections communales, on voit que 45% des étrangers le sont. Il y a des différences quand on regarde notamment la distribution géographique, 53% à Luxembourg-Ville, alors qu'il y a 35% seulement à l'Est. Donc c'est des éléments qui nous laissent encore un peu réfléchir par rapport à cette participation. Et donc, quand on parle des gens qui ne sont pas inscrits, donc bien évidemment on parle des étrangers, parce que les Luxembourgeois sont inscrits automatiquement, on regarde les intentions et on voit qu'il y a un tiers qui n'envisage pas du tout de s'inscrire pour participer aux élections communales. Les résultats de sondage tels que l'ASTI les a présentés il y a à peu près un mois et demi sont pour nous, en tant qu'ASTI, confortants de certains côtés, décevants de l'autre. Et la conclusion qu'on a tirée un peu avec ce premier volet de la participation politique, c'est que les gens veulent vivre ensemble indépendamment de toute considération politique, administrative, légale ou autre. Donc, comme je l'ai une certaine fois résumé lors d'une discussion sur les résultats de sondage, donc pragmatisons ensemble semble être un peu le résultat de ce sondage. Alors, donc ça, c'est une vue actuelle sur dans un panel, bien sûr, hein, qui a été donc présenté. Et nous allons passer la parole maintenant à Madame Barreiro, qui, elle, sur le terrain, déjà aux élections précédentes communales, a été formée comme multiplicatrice pour pouvoir mobiliser les étrangers à s'inscrire et qui va un peu nous raconter son expérience et peut-être la mettre en lien avec les résultats de ce sondage. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Asti, pour cette invitation. Et pouvoir partager avec vous mon expérience comme multiplicateur. Donc, j'habite au Luxembourg depuis 30 ans. Je suis mère de 2 enfants, de jeunes de 25 et 20 ans, éducatrice graduée, agent d'assurance, formatrice et coach d'intégration avec ASTI. Pour moi, c'était évident de m'engager, de participer comme multiplicatrice, puisqu'à l'âge de 10 ans, je suis devenue réfugiée. J'ai dû quitter mon pays, je suis née en Angola, et à 20 ans, je suis arrivée au Luxembourg. C'est ici que j'ai fait ma carrière, c'est ici que j'ai élevé mes enfants en paix, parce que ça, c'est un aspect très important. Donc, participer et apprendre la culture et vivre au Luxembourg, c'était pour moi tout de suite une décision évidente. De ce fait, j'ai appris le luxembourgeois en 3 mois, à peine arrivée au Luxembourg. Et j'ai participé activement dans ma commune de résidence à toutes les activités qui étaient ouvertes aux étrangers. Lorsque le CEFIS a lancé un appel pour participer aux formations de multiplicateurs, pour moi, c'était important d'y participer parce que je faisais ce travail sur le terrain déjà, par le biais de mes 2 métiers, en tant qu'éducatrice et comme agent d'assurance. Mais une chose, c'est faire un travail sans avoir les connaissances techniques et les compétences qu'il faut pour répondre aux questions. Et pour moi, c'était très important de participer dans cet objectif de pays, c'est de vivre ensemble, puisque j'ai vécu une guerre et je sais les conséquences que ça peut amener pour les enfants, surtout parce que j'étais un enfant, qu'on m'a volé mon enfance, de participer et d'aider dans ce travail.
Donc, je faisais ce travail avec ma famille, mon entourage, mes voisins, mes connaissances, mais je ne faisais pas ça dans un sens plus large. La formation a été très, très importante pour moi parce que ça m'a permis de pouvoir répondre à des questions d'ordre pratique qui m'ont été posées par les personnes que j'ai abordées par la suite, comme par exemple comment s'inscrire aux élections, où s'inscrire, les documents. Aussi beaucoup de formations spécifiques parce que comme je travaille avec des personnes qui ont été comme moi des réfugiés, les bénéficiaires de protection internationale, donc j'ai pu apprendre quelles étaient les conditions pour participer, pour s'inscrire. On a parlé aussi des compétences des communes parce que j'ai remarqué sur le terrain que souvent les personnes font une mise en relation avec le gouvernement mais ne savent pas vraiment quelles sont les compétences de la commune et quelles sont les compétences du gouvernement. Comment c'est le système électoral au Luxembourg? Par exemple, moi au Portugal, je n'ai jamais voté puisque je suis partie à l'âge de 20 ans. Donc j'ai voté pour la toute première fois ici au Luxembourg pour les communales et maintenant pour le législatif. C'est très important aussi, et là je remercie de nouveau Asti et ses fils, qu'on puisse en tant que multiplicateur avoir des outils didactiques. Parce que ça nous permet de lire des études, de connaître vraiment la réalité et de savoir qu'est-ce qu'il faut expliquer aux personnes dans un langage simple. Donc j'étais très heureuse et très fière de recevoir le certificat le jour de la remise de certificat pour avoir accompli cette formation. Lorsque j'ai fait mes actions de multiplicateur en 2017, c'était beaucoup dans le cadre d'un projet que j'ai écrit pour Lola et le ministère de la Famille. Et dans ce projet, je me suis basée sur une étude de ses fils qui parlait de la difficulté pour les personnes ressortissantes des pays tiers de comprendre tout le système par la difficulté de la langue. Donc, on a fait un projet pour la communauté capverdienne. C'était la première fois que des fonds européens ont été mis pour faire un projet où on parlait le créole. On a fait de formation en créole. On a fait de formation en portugais pour les ressortissants des pays tiers et j'ai relié la communauté arabe. Donc, il y a une personne ici présente qui était avec moi dans les rues lorsqu'on était au juste milieu. Pourquoi? Parce que c'est des communautés que jamais se retrouvent, à part les fêtes, le foot et d'autres situations. Mais là, on a tous ensemble travaillé pour un objectif commun, qu'il fallait s'inscrire aux élections, participer. Je suis allée avec des personnes jusqu'à la commune pour lui montrer qu'il n'y a pas peur, qu'on ne va pas avoir des amendes pour participer ou non participer. C'était très important aussi d'être sur la rue. Donc, j'ai fait toute une journée devant la gare centrale où j'ai donné des flyers de l'ail. J'ai profité de ces flyers parce qu'ils étaient dans plusieurs langues. Et ça m'a permis d'écouter les préoccupations des personnes, de savoir leurs besoins, d'adapter mon discours à ce qui était demandé et de pouvoir faire comprendre qu'après 30 ans, j'étais intégrée, je vivais en société et que tout le monde peut participer. Il y a beaucoup un besoin d'aller vers les personnes. J'ai invité certaines personnes de partis politiques à venir à la gare ce jour-là. Ils sont venus. Les personnes étaient très contentes d'avoir des représentants des partis pour leur répondre aux questions. Et ce travail, je continue à le faire tous les jours lorsque je donne mes formations parce qu'il faut toujours passer ce message. Après 5 ans, je peux voter. Après 5 ans, je peux voter. Je peux aller à ma commune, je peux m'inscrire et je peux participer. Je dois participer si je veux aider que le pays continue à être un pays où nous pouvons vivre tous ensemble. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour donc ce côté très concret de mobiliser les gens à s'inscrire. Alors maintenant, nous allons donner la parole à Madame Nathalie Silva, qui, elle, a sûrement beaucoup d'expérience aussi dans le domaine d'un point de vue personnel, mais qui est également une bourgmestre issue de l'immigration, dont on est fier de savoir qu'elle a réussi à être élue bourgmestre de la commune de La Rochette. Et donc, elle va un peu nous parler de son expérience en tant que personne, mais aussi en tant que politique.
c'est ça. Bonjour donc aussi de ma part. Je vais commencer par vous décevoir parce que bien que j'ai pas vraiment l'air d'être une luxembourgeoise, je suis née ici au Luxembourg, j'ai la nationalité, je suis née en tant que luxembourgeoise, donc mon parcours politique en tout cas est très comme celui d'un luxembourgeois commun, les gens qui sont nés ici et qui ont vécu ici. Donc, comme j'ai dit, je suis née en 1980, déjà avec la nationalité luxembourgeoise, parce que mes parents étaient venus fin années 60 du Cap-Vert. Et après l'indépendance, ils ont décidé directement d'y venir luxembourgeois et de plus reprendre la nationalité portugaise. Donc, j'étais luxembourgeoise, j'ai passé toute mon enfance ici au Luxembourg, j'ai fait ma scolarité ici. Donc, pour moi, c'était comme une personne, un luxembourgeois qui est né ici, c'était normal que je m'engage dans des associations, dans des clubs, dans des commissions aussi locales. Et à l'époque, j'habitais à Ettelbruck et les gens qui sont un petit peu dans les associations, on les interprète. Est-ce que ce ne serait pas intéressant pour toi de participer déjà dans une commission communale? Donc, c'était là les premiers pas dans la politique. Bon, mon parcours est un petit peu autrement puisque après mes études, je suis quand même allée travailler aussi pour le Parti chrétien social. Donc, comme je travaillais pour le parti, automatiquement, quand il y avait les élections en 2005 déjà, à Ettelbruck, qui est une commune un petit peu plus grande, donc à vote proportionnel aussi, j'étais la première capverdienne. Bon, cette époque-là, il y avait aussi un autre capverdien à Ettelbruck, sur la liste. Donc, déjà là, je me rappelle ma première réflexion à l'époque, c'était est-ce que le pays est prêt pour avoir une personne de couleur sur la liste? Et bien sûr, les autres candidats, et surtout M. Schaaf, qui est toujours bourgmestre à Ettelbruck, a dit bien sûr, pour nous, tu es une luxembourgeoise comme tous les autres. Et donc là aussi, j'ai fait un score qui était très bien pour quelqu'un qui habitait à Ettelbruck depuis sa naissance. Entre-temps, en 2007, j'ai déménagé à La Rochette, oui. On a déménagé à La Rochette. J'étais maman aussi. Donc, j'ai aussi, là, dès mon arrivée à La Rochette, je me suis engagée dans des associations. Et en 2011, il y avait les élections communales à La Rochette, qui est une commune à vote majoritaire. La Rochette est bien sûr connue pour sa très, très grande population portugaise. J'ai les chiffres ici. Nous avons 2197 habitants, dont 959 ont la nationalité luxembourgeoise et 1238 de nationalité étrangère. Donc, 56% de la population n'est pas luxembourgeoise. Mais il faut savoir, bien sûr, dans les 959, il y en a beaucoup déjà qui ont pris la double nationalité, donc qui sont déjà luxembourgeois et donc qui ne figurent plus sur la liste des étrangers. La Rochette était, comme j'ai dit, une grande population portugaise. On avait, depuis la loi de 1995, que M. Pauli a expliqué l'évolution, nous avions en 2005, pour les élections, le premier Portugais qui a été élu sur une liste, bien sûr, à vote majoritaire. C'était M. Mendes qui était très, très bien élu, une très forte il était très connu à La Rochette, comme il était aussi commerçant à La Rochette et surtout très actif dans les associations, notamment le football. Il a été élu comme 4e sur la liste
il était portugais. Monsieur Mendes n'a encore aujourd'hui, il n'a toujours pas la double nationalité. Il est portugais, il est resté portugais. Et à l'époque, le deuxième élu ne pouvait pas faire partie du collège échevinal. Pour des raisons professionnelles. Chez lui, c'était purement professionnel, c'était un luxembourgeois. Et donc, à un moment, c'était Monsieur Mendes qui était le quatrième, qui pouvait devenir échevin, mais à l'époque, la loi ne le permettait pas. Donc, Monsieur Mendes, même s'il aurait voulu, il n'aurait pas pu devenir échevin. Un petit peu, donc pour les élections entre-temps, pour les élections 2011, la loi avait changé, donc une personne qui n'avait pas la nationalité luxembourgeoise pouvait devenir également échevin. Je me rappelle en 2011, il y avait, quand je suis sortie du bureau de vote, M. Mendes est rentré avec derrière lui RTL et les journaux et tout le monde, parce qu'il y avait vraiment un grand tam-tam médiatique, parce que tout le monde pensait... à La Rochette, il est probable que M. Mendes soit le premier bourgmestre de nationalité portugaise, donc de nationalité autre que luxembourgeoise au Luxembourg. Malheureusement pour M. Mendes, mais heureusement pour moi, qui est vraiment, je suis en de très bons termes avec M. Mendes, mais M. Mendes n'a pas été réélu de la même manière comme en 2005, mais à ma grande surprise, moi qui habitais depuis à peine 6 ans dans la commune, était deuxième sur la liste. Donc, j'ai été aussi élue donc après, par mes confrères en tant qu'échevine. En 2017, maintenant pour les élections communales, Monsieur Wies, qui était, je pense, pendant 40 ans dans le conseil communal, dans 27 ans, il était bourgmestre, a décidé de ne plus participer aux élections. Donc, le jour des élections, j'étais aussi sur la liste et le résultat, vous le connaissez, j'ai été élue bourgmestre, donc après par mes confrères, mais j'avais le plus de voix, donc aussi, après, oui, j'étais bourgmestre, pas du jour au lendemain, mais il faut savoir que dans notre conseil communal, nous avons également un conseiller qui n'a pas la double nationalité, mais il a même la triple nationalité, parce qu'il est italien, belge et luxembourgeois. Donc, chez nous aussi, une participation, je dois dire, et depuis 2005, toujours aussi des gens sur les listes des candidats avec aussi la nationalité, entre autres portugaise, italienne et, comme j'ai dit, même belge et italien. Une petite remarque aussi après ma nomination, oui, en tant que bourgmestre, il y avait beaucoup de discussions, oui, mais c'est normal qu'à La Rochette, une femme bon, j'ai la nationalité luxembourgeoise, mais de l'immigration puisse être votée, puisqu'il y a les Portugais, ils vont voter pour elle. J'ai un petit peu pris les chiffres. En 2011, nous avions plus ou moins 780 électeurs, dont 220 étrangers et le reste, donc 564 luxembourgeois. En 2007, nous avions presque 900 électeurs et là, 215 étrangers, donc des gens qui ont pris la nationalité ne sont plus sur cette liste, et puis 683 luxembourgeois. Donc, même si j'avais eu que des votes des étrangers, ça n'aurait jamais suffi pour devenir bourgmestre parce que j'avais quelques voix, presque le double des suffrages que des étrangers. Oui.
Je pense que c'est un petit peu mon expérience que je voulais vous témoigner. Merci beaucoup. Je pense que c'était très intéressant aussi d'avoir souligné à la fin que finalement vous n'avez pas été élu que par les étrangers mais par les luxembourgeois, ce qui montre aussi que des fois le débat il est faux. En fait, normalement on élit les gens qu'on pense être les plus compétents. Alors, avant de commencer le débat, nous allons tout de même laisser un tout petit peu la parole aussi à Mike Deva de la Confédération pour revenir, parce qu'on a beaucoup parlé maintenant du droit de vote des étrangers. On avait tout de même voulu que ce débat soit aussi le débat de la discussion autour du droit de vote des jeunes, sachant bien sûr qu'après on va donner la parole à la salle parce que nous estimons que c'est un peu un combat commun que nous menons entre deux groupes qui sont pour l'instant en tout cas pas considérés pleinement responsables pour pouvoir avoir le droit de vote national. Donc voilà, je vais te laisser la parole et ensuite je vais passer la parole à la salle. Donc préparez vos questions. Préparez vos questions. Bonjour et grand merci à Asti aussi et aux partenaires présents aussi d'avoir organisé cet échange, cette conférence. En fait, oui, vous avez raison. Les deux thèmes se recoupent en général. Donc les besoins, je crois qu'aujourd'hui, on peut parler des besoins qui sont les mêmes. Aussi au niveau du référendum qui pour moi, en fait, avec plusieurs problèmes intégrés, on va dire, on posait déjà 3 questions. Aux citoyens, il a fallu répondre 3 fois en votant une fois, en fait. Et puis, l'aspect de ne pas faire la différence, en fait, entre l'obligation d'aller voter, la liberté de choisir si on veut devenir électeur, spécialement au niveau de la question du vote à 16 ans. Je crois que là, ça jouait un grand rôle au niveau de la communication, que beaucoup de gens ont mal perçu éventuellement cette question et ont tout de suite affiché un réflexe, on va dire, pour dire non, parce que les jeunes, l'argument classique, les jeunes ne sont pas compétents, ne sont pas matures, des électeurs matures, qui peuvent déjà procéder à une réflexion approfondie sur les choix de leur avenir, de la société. Et ben nous, en fait, en tant que conférence de la jeunesse, on représente une trentaine d'organisations de jeunes, donc, qui sont majoritairement menées par des jeunes aussi, comme nous-mêmes. En fait, notre comité consiste de jeunes qui sont âgés au maximum de 34 ans. Donc, en tant que salarié, heureusement que je ne suis pas concerné par ce fait. Mais en même temps, si, les jeunes, ils sont compétents. Ils savent très bien aujourd'hui de quoi ils parlent et de ce qu'ils revendiquent et de ce qu'ils ont comme idée pour des solutions pour la société, comment changer au niveau communal, au niveau local, au niveau national, comment changer les choses. Et c'est pour ça que nous aussi, avec un vote majoritaire, donc ce n'était pas unanime, principe démocratique, évidemment, dans notre organisation, là aussi, on s'est exprimé en faveur du droit de vote aux jeunes à partir de 16 ans pour rabaisser le droit de vote, l'âge des électeurs. Mais on sait très bien qu'après le résultat, qui était plutôt frappant, on va dire, avec les 3 questions qui avaient des résultats plutôt très précis et concrets, on était personnellement aussi, je crois qu'on s'est tous dit, alors il faudra attendre un petit peu. Mais je crois qu'aussi aujourd'hui, on fait la bonne démarche de maintenir le débat et de le maintenir au centre entre les jeunes et les moins jeunes. Les nouveaux arrivants jouent aussi un très grand rôle, soit jeunes ou moins jeunes, pour échanger sur cette thématique de la participation politique dans le pays, qui est quand même un aspect très important pour un pays qui affiche presque la moitié de personnes qui ne sont pas luxembourgeoises, comme on le dit, des résidents. Et je crois que là-dessus, il y a beaucoup d'éléments qui se recoupent pour ce qui est des droits des votes des étrangers et des jeunes. Et je crois qu'il faut que la société civile organisée soit apte à maintenir le débat, parce qu'actuellement, je ne crois pas que le gouvernement il envisage à nouveau de reprendre ce point à son ordre du jour actuel, donc pour cette période de leur mandat. Voilà, donc espérons d'avoir un débat vif et productif là-dessus. Bien, merci. Alors, maintenant, on vous laisse les questions à la salle. Alors, je vous prierai de peut-être vous manifester et peut-être poser la première question. Je vois là déjà quelqu'un qui veut poser la première question. Monsieur, peut-être vous présentez un mot qui vous êtes,
Bonjour, je suis Emmanuel Camura, je suis étudiant en droit ici à l'Université de Luxembourg. J'aimerais remercier Asti pour l'organisation de la conférence et aussi les conférenciers qui sont là. En fait, ma question s'adressait à Mme Nathalie Silva. En 2015, lors du référendum qui a été proposé, que M. Paoli a bien expliqué, concernant les trois questions qui étaient posées sur le droit de vote des jeunes et aussi sur le droit de vote ici des immigrés. On sait que votre parti, le CSAO, était plus ou moins contre. La coalition ils étaient contre les trois questions qui étaient posées. Est-ce que vous, en tant que membre du CSAO, est-ce que vous étiez contre ou bien vous étiez pour? Et si vous étiez pour, quelle a été ici l'attitude de votre parti, le fait que vous êtes parti en contre-courant, ou bien quels ont été ici les arguments que vous avez pu placer pour les convaincre? En quelque sorte, c'est comme ça. Merci. Mon père m'a appris quelque chose parce que lui aussi, il était au Cap-Vert, il a vécu au Cap-Vert et il m'a dit, il ne faut jamais dire en public qu'est-ce qu'on a voté. Ça, c'est tabou à la maison. Mais comme vous me prenez des cours, non, je vais être très ouvert, très sincère avec vous. J'ai voté contre également parce que, oui, comme mon parti l'a aussi argumenté à l'époque, on a la possibilité, à travers la double nationalité, en tout cas en ce qui concerne la question sur le droit de vote des non-luxembourgeois, on a la possibilité, à travers la double nationalité, de prendre la nationalité sans devoir donner sa nationalité, sans devoir ignorer et mettre de côté sa nationalité. Donc, pourquoi les gens qui veulent voter ne prennent pas la double nationalité? Et même, comme on sait que depuis lors, ça a été un petit peu, les contraintes ont été un petit peu allégées. Donc, maintenant, encore plus facile de prendre la nationalité. Et puis, d'être automatiquement aussi inscrit sur les listes. Et si la question s'est posée aujourd'hui? M. Paul, il a dit, et certaines discussions sont en cours dans le parti, et aussi notre président, je ne pense que ce n'est pas un secret, a lancé à nouveau la discussion. Dans le parti, on n'en a pas encore parlé, mais je pense que ça se fera dans les prochains mois pour qu'on ait une position. Moi, pour ma part, je suis vraiment mitigée. Je suis 100% d'accord qu'il y a un déficit démocratique dans ce pays. On en est conscient. D'une autre manière, je sais que si les gens veulent participer, il y a la possibilité de prendre la double nationalité et de pouvoir donc être automatiquement sur les listes. Bien sûr, je trouve très bien le travail que fait le CEFISC d'aller chercher les gens. Je dois dire aussi, dans ma commune, parfois je parle avec des gens sont d'accord pour la double nationalité. C'est un petit peu plus de travail et de travail personnel. Il faut aller prendre des démarches administratives. Mais par exemple, pour s'inscrire sur les listes pour les communales, parfois les gens, ils y pensent même pas. Tout se passe bien, on est content, tout se passe très bien. Donc, pour nous, pourquoi changer quelque chose? Donc, parfois, je les force vraiment, mais allez vous inscrire. Vous pouvez, dès que vous êtes là, vous pouvez vous inscrire. C'est pas qu'il faut passer pour faire. C'est pas une grande démarche administrative. C'est tout simple et puis c'est fait. Et au moins, vous pouvez participer déjà à la commune. Je propose de prendre alors d'autres questions. Merci. Alors, ici, et là, je vais peut-être prendre les deux, comme ça, présentez-vous brièvement, et puis aussi, si vous voulez adresser la question à quelqu'un de précis. Bonjour, Athanas Popov. Je suis juriste et membre du conseil d'administration de l'ASTI. Je réagis à ce que Mme Silva a dit. Donc, certains connaissent très bien ces questions, d'autres pas. La double nationalité, donc le droit de la nationalité n'est pas harmonisé, ne serait-ce qu'au sein de l'Union européenne. Il y a des États membres qui ne permettent pas d'avoir la double nationalité. Donc, est-ce que cela modifie la réponse de Mme Silva? Par exemple, un Néerlandais ne peut pas demander la nationalité luxembourgeoise, alors que c'est juste à côté, parce qu'il doit renoncer à la nationalité néerlandaise.
Et il y a aussi des exemples du Commonwealth. Par exemple, si on prend la Nouvelle-Zélande autorise à voter aux élections nationales après 1 an de résidence, peu importe la nationalité. Donc, est-ce que le Luxembourg, qui a une population immigrée encore beaucoup plus importante que la Nouvelle-Zélande, ne doit pas justement servir d'exemple de terrain d'expérimentation pour donner l'exemple aux autres? Donc, en fait, c'est 2 questions en une. Bien, merci. Je pense que cette question peut aussi s'adresser à M. Paoli. Hein. C'est peut-être pas intéressant d'avoir son point de vue là-dessus. Ce serait aussi par rapport à la réflexion de Mme Silva. Donc, mon nom, c'est Aldina Ganeto. Je fais partie du réseau Fincapé, le réseau afrodescendant à Luxembourg. Je pense simplement aux personnes issues de pays tiers, comme par exemple les Capverdiens qui voudraient devenir luxembourgeois, qui ont déjà un certain âge, disons 55, 60 ans, qui ont des difficultés pour apprendre le luxembourgeois et qui, de ce fait-là, n'auraient pas la possibilité d'opter pour la nationalité. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces personnes-là? Voilà, donc la question est autour de est-ce qu'il faut donner le droit de vote ou est-ce que l'acquisition de la nationalité, finalement, ne serait pas suffisant? Oui, on en a, je ne sais plus qui avait dit que c'est toujours, les 2 questions sont toujours liées ensemble ou servent à excuser l'autre question. Ce que vous aviez dit avec les Capverdiens, les gens des pays tiers, je connais mes parents, c'est plus ou moins, ils sont dans la même ils seraient dans la même situation s'ils n'auraient pas pris la nationalité à l'époque. Ici, ils ne parlent pas le luxembourgeois, donc ils n'auraient pas pu prendre la double nationalité, bien que dans la loi, il me semble qu'il y ait si on et est après plus 20 de 20 ans, on doit juste suivre quelques cours. On peut suivre des cours. Et je sais aussi, par exemple, qu'il y a aussi le test pour le luxembourgeois, bien sûr, était aussi un petit peu moins sévère maintenant. Monsieur Paoli, par rapport justement à cette discussion, faut-il acquérir la nationalité ou plutôt le droit de vote? Quelle serait la position ou le regard de l'historien là-dessus? Oui, ce n'est pas une question historique, c'est une question politique. Il faut bien... non, oui, mais ça c'est important de se rendre compte que c'est une question de pouvoir. Qui prend les décisions? Mais d'autre part, il faut également avoir conscience que la solution prônée par le Parti chrétien social d'élargir le droit à la double nationalité à long terme n'est pas une solution, parce que le nombre de nouveaux arrivants, le solde migratoire est largement supérieur au nombre de personnes qui, après cet allègement du droit de la nationalité, optent pour la double nationalité. Donc, à long terme, la minorité qui a le droit de vote sera encore davantage minoritaire. Donc, en ce sens, il faut avoir également un peu en tête les chiffres qui ne mentent pas. Non, c'est ce que vous aviez dit vous-même aussi également. Il y a des réflexions pour l'instant, et donc ça n'a pas encore été discuté au sein du parti, mais je suppose que ce sera discuté. Et puis on verra bien quelle sera la nouvelle position du parti. D'accord. Bon, je sais qu'il y a encore des demandes de parole dans la salle. Oui, quelqu'un avec... c'est vous. Excusez-moi. Oui. Merci. Je me présente, Rosler Aurore. Je voulais en fait d'abord vous partager une expérience que j'ai vécue. Parce que j'avais un papa français, une maman allemande qui sont devenus résidents étrangers ici à Luxembourg, qui ont posé leurs bagages et qui ont construit leur vie au fur et à mesure ici à Luxembourg. Je reviens un peu à ce que vous avez dit, Madame Silva, sur les moyens disponibles pour les étrangers ici à Luxembourg au niveau de la participation politique. Je trouve qu'il y a un certain nombre d'outils déjà là, je suis d'accord, mais je suis loin d'avis que ces outils présents encore aujourd'hui ne suffisent.
Je vous le dis tout simplement parce que on dit souvent que c'est mon avis aussi, que pour une intégration complète, réussie au Grand-Duché de Luxembourg, on est obligé de passer par la langue. Et ce que moi je vois quotidiennement, c'est que aujourd'hui encore, au niveau politique, la politique luxembourgeoise, que ce soit locale ou nationale, n'est pas compréhensible pour les non-résidents. Et je vais revenir sur vous, Madame Zuccoli. Est-ce que l'ASTI a dans le passé fait des revendications au gouvernement concernant la communication politique ? Oui, je vais tout de même, parce que je prends le principe de prendre au moins 2 questions, hein, et on va vous répondre. Merci. Je suis François Benoît, député Vert et conseiller communal à Luxembourg-Ville. Et bon, je vous remercie pour la conférence parce que c'est très important qu'on continue à thématiser ça. Bon, pour moi, j'ai une question pour Madame Zuccoli ou Monsieur Paoli, peut-être pour les deux. Bon, le référendum, je crois que c'était un choc pour les partis de la majorité, ce qui a fait aussi que dans le programme gouvernemental actuel, il n'y a plus de position dessus. Donc, mais quand même, quand je vois vos chiffres, ce que vous avez dit maintenant, ce que j'ai vu, les chiffres de l'ILRES, on voit que, disons, 60% des gens sont en faveur du droit de vote des étrangers. Je crois que si on ferait un petit sondage chez les élus, il y aura aussi une majorité pour ça. Mais on sent clairement, si je compare par exemple les 2 sujets à la question climatique, dont je travaille dessus aussi, là où on sent vraiment que la population veut qu'on avance, c'est un sujet un peu tabou, plus personne veut le toucher, tout le monde a un peu peur. Donc comment vous expliquez que dans vos sondages, vous avez 60% en faveur? Mon expérience, je crois que la plupart des élus aussi, si on ferait un petit sondage informel, seraient en faveur. Comment vous expliquez qu'il y a cette discrépance et qu'on n'arrive pas à avancer? Et quand est-ce que vous croyez qu'il y a de nouveau le moment où cette question peut devenir vraiment plus importante? Moi, personnellement, ça sera au plus tard le moment où il y aura les 50% ou plus de 50% d'étrangers de nouveau au Luxembourg. Bon, mon avis personnel, on est encore un peu moins. Oh, c'est fait, ok. Mais bon, ça... Statistique. Je venais de voir les chiffres sur le site du Statec. Là, on est un peu moins. Mais quand est-ce que vous croyez que ça serait vraiment le moment? Et moi, personnellement, je crois qu'on n'arrivera pas à tout ce qui est sur la naturalisation, tout comme sur la sensibilisation, etc. On n'arrivera pas à régler le problème de la participation politique. C'est la même chose pour la question du droit de vote des étrangers, comme chez les jeunes. C'est du bling-bling à côté, mais il faudra avancer sur ça, sinon on n'arrivera pas à combler le déficit démocratique. Bon, je serais intéressé par votre feedback sur ma question. Merci. Alors, je vais me permettre d'abord, mais après, je vais vous inviter tout de même à répondre aussi. Hein. Alors, la toute première chose, je vais d'abord commencer avec la vôtre, après je vais passer à votre question. Tout d'abord, il faut ne pas jamais oublier que les Luxembourgeois sont inscrits d'office et que donc, on ne leur demande pas leur avis. S'ils veulent ou pas participer, ils sont inscrits. Donc, dès que vous avez la nationalité luxembourgeoise, vous participez. On connaît le contexte international où on voit de plus en plus une désaffection par rapport au vote. Nous voyons beaucoup de pays autour de nous où il y a de moins en moins de gens qui se déplacent pour aller voter. Et ça déteint bien sûr aussi sur les gens qui sont ici. Les gens qui sont ici, ils amènent un peu leur histoire de leur pays aussi. Que ce soit un pays où on n'a pas le droit de vote ou que ce soit un pays où on l'a, mais on l'utilise très peu parce qu'il est optionnel. Et donc, ça joue aussi dans la mobilisation et dans la prise de conscience des gens. Je crois que les gens croient pas trop à la politique. Je pense que la question du climat va être un test aussi. Et ça va avoir aussi une répercussion sur l'intérêt que peuvent avoir les gens sur le vote. Nous avons, comme ASTI, posé la question de l'inscription d'office pour les étrangers, parce que ça pourrait être aussi une solution. Elle n'est pas possible parce qu'il y a le vote obligatoire. Donc on ne peut pas obliger les étrangers à s'inscrire parce qu'ils doivent automatiquement, dès qu'ils sont inscrits, voter. Par contre, on est en train d'analyser la possibilité au niveau juridique européen, entre autres,
entre autres avec notre collègue, pour voir si on propose aux gens, donc on propose une inscription d'office, et si les gens ont la possibilité de dire je la refuse, pendant un certain laps de temps, et que s'ils ne la refusent pas, ils sont inscrits. Donc ils auraient un moment. C'est quelque chose qu'on doit tout de même contrôler, parce que c'est surtout du droit international. Donc on est en train d'aller, on espère que ça pourrait se marcher. Ça pourrait être une chouette solution. On mettrait tout le monde au même niveau, parce que finalement, il ne faut jamais oublier, ça beaucoup de Luxembourgeois ne le savent pas, mais les étrangers peuvent se désinscrire, ce que ne peuvent pas les Luxembourgeois. Personne ne l'utilise, personne ne le demande, mais c'est le cas. Et donc, jouons là-dessus. Peut-être que cette possibilité serait une façon d'essayer de rééquilibrer effectivement le moment où on aura plus que 50%. Et je crois que ce qu'a dit Michel Pauli, c'est vrai que c'est une question éminemment politique, parce que de plus en plus, c'est la minorité qui décide des questions nationales. Et ça, on l'a vu aussi dans d'autres sondages, ce sont les questions nationales qui intéressent les étrangers. Beaucoup plus souvent que les questions communales, parce qu'il s'agit de la loi sur le transport, sur des infrastructures, sur aussi les logements en partie aussi, sur le climat. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Et quand est-ce qu'on va avoir les gens? Mais je pense que les politiques, les gens doivent effectivement comprendre, et c'est ce qu'a dit Madame Barreiro aussi, les gens ne se rendent pas nécessairement compte de l'importance d'un vote. Parce que voter, c'est aussi, et c'est vrai, et on le fait nous aussi à l'ASTI, quand on dit aux gens, vous savez que la commune, elle a des compétences au niveau des constructions de logements au niveau communal. Ah bon? Parce que c'est pas une obligation. La commune n'est pas obligée de construire des logements, mais elle peut. Et si vous votez ceux qui s'engagent à construire des logements sociaux, locatifs, et là, les gens comprennent. Mais il faut leur expliquer, parce que souvent, pas plus que les Luxembourgeois, les étrangers ont eu une instruction civique très concrète. Ça, hélas, ça existe pas seulement au Luxembourg, mais aussi à l'étranger. Pour revenir à la question de la communication, vous avez tout à fait raison. Et de plus en plus, la communication se fait en luxembourgeois. On reçoit certes beaucoup de journaux. On a beaucoup plus de journaux en beaucoup de langues. Il y a anglais, il y a français. Mais c'est des résumés. C'est pas des discussions. Et si on veut regarder Chambre TV, ou si on veut vraiment suivre ce qu'aime le luxembourgeois, savoir qu'est-ce qu'il a raconté tel ou tel député, c'est très difficile. Effectivement, c'est de plus en plus difficile. Oui. Oui. Pour justement les amener à être tous pour le multilinguisme, mais le pratique pas forcément. Donc, alors, ce que nous faisons beaucoup, c'est que nous avons comme ASTI un service de traduction orale directe que nous utilisons pour mal. Et il faut aussi dire que les partis de plus en plus l'utilisent pour leurs réunions de partis, et on insiste aussi. Et ça, je dois dire aussi que ça, il y a une évolution aussi au niveau des ministères, de plus en plus. C'est pas toujours, mais des fois sur des questions très importantes comme le climat, ils ne le demandent pas. Mais pour d'autres questions, ils le demandent. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ça, c'est un point. Et on a effectivement insisté auprès des partis, pas seulement au niveau de la langue de communication, mais également de mettre des étrangers qui sont dans les partis à des positions importantes. Bon, c'est vrai que Madame Silva est une luxembourgeoise, absolument, mais elle a tout de même un facteur de symbole. Et ces facteurs de symbole jouent aussi chez les étrangers pour qu'ils soient intéressés à la politique. Parce que ça fait partie aussi d'un peu de la façon dont tu vois les choses. Et c'est vrai qu'une communication en plusieurs langues est importante, on insiste, mais aussi donner la possibilité à des étrangers à accéder à des positions, disons, importantes ou de visibilité politique. C'est aussi une façon aussi de mobiliser les gens, au-delà de la langue. Mais je vais tout de même passer la parole à d'autres qui veulent éventuellement réagir. Moi, je suis très curieux de savoir d'où vous avez cette impression qu'à la Chambre des députés, une majorité actuellement serait pour accorder le droit de vote aux résidents. Ça serait, bruit du couloir. En effet, oui, bon, mais cela, je trouve ça très intéressant. Donc,
que le pays politique, comme on dit, hein, que la représentation du pays ait une autre opinion que le pays lui-même. Et je me demande si ce n'était pas le cas également en 1919. Lorsqu'on a donné le droit de vote aux femmes, c'était une majorité parlementaire qui l'a accordé. Mais si à l'époque on avait fait un sondage, est-ce que vraiment le pays aurait été majoritairement pour accorder le droit de vote aux femmes? Je me permets d'en douter. Je n'ai pas de preuves ni dans un sens ni dans l'autre. Hein. Et donc, je pense que les responsables politiques ont la responsabilité de prendre parfois des décisions au-dessus de la tête de leurs électeurs et de montrer, en allant de l'avant, que les effets ne sont pas ceux que certains craignent. Parce que si une majorité est contre le droit de vote des résidents, c'est qu'ils ont peur, je ne sais pas quoi. Mais il y a une peur, ça, il n'y a aucun doute. Vous n'avez qu'à lire le discours de V 2015 ou 2030 maintenant, ou du parti ADR. C'est un discours de la peur. Mais une peur qui n'a pas de substance, on ne sait pas de quoi ils ont peur. Et donc, des politiques qui ont le pouvoir et qui pourraient forcer la marche en ce sens, devraient prendre la responsabilité et aller au-delà de sa peur pour montrer qu'elle est vaine, qu'il n'y a pas de raison. Oui. Je veux seulement dire un peu mon sentiment de ce que j'ai vu quand je parle avec les personnes et pour répondre ici un peu ce que M. Paul vient de dire et pour l'avoir vécu. La peur vient parce qu'on ne connaît pas l'autre. Moi, je suis née dans mon pays et moi, j'étais obligée de partir parce que je n'étais pas assez noire pour rester, parce que je suis le petit enfant d'un Portugais. Or, mes parents ont dû quitter notre pays parce qu'on n'était pas assez noire pour rester. J'arrive au Portugal, je ne suis pas assez blanche. Donc, la question commence, c'est peur. Il faut aussi comprendre une chose, parce que quand je suis arrivée au Luxembourg, j'ai habité beaucoup d'années dans le Nord. Il faut connaître les personnes. Tout le monde... Pourquoi les personnes ont peur? Il faut aussi comprendre un peu le côté luxembourgeois, c'est leur identité, leur langue. J'ai habité en Allemagne, on parle que l'allemand. On va en Angleterre, on parle que l'anglais. Ici, on parle 3 langues, maintenant on voulait encore une 4e langue. C'est aussi de faire un travail avec les personnes qui arrivent ici, d'apprendre la langue. Parce que c'est important de pouvoir communiquer. Moi, j'ai appris tout de suite la langue, alors j'avais jamais eu de problème de racisme. On parle de racisme, il faut s'intégrer. C'est un travail de nous, mais c'est aussi de comprendre ces peurs et de ne pas seulement dire il n'y a pas raison de les avoir, parce que ça fait partie, c'est ça la peur que provoque la distance en société. On ne connaît pas l'autre. Oui, en fait, je voulais souligner ce que Madame avait dit, la communication politique. Un grand déficit, que ce soit dans des réunions où on parle que le luxembourgeois, si on n'a pas une traduction, bien sûr, les gens ne comprennent pas. Les publications, c'est la même chose. Comme vous avez dit, le travail de l'ASTI, vraiment, qui est aussi très flexible, parce que j'ai remarqué à la commune, quand on a des réunions, c'est vraiment important d'avoir aussi une traduction, même si souvent c'est que pour une seule personne, mais les luxembourgeois bien sûr se sentent plus à l'aise, ils peuvent parler en luxembourgeois, et les autres bien sûr comprennent un petit peu le luxembourgeois mais ne comprennent pas tout. Donc très important de favoriser encore plus. Il y a le multilinguisme du pays, donc il faut avoir le réflexe de beaucoup plus traduire les publications et les réunions. Oui. Bah aussi, au niveau de la participation des jeunes, c'est la même thématique. Pour nos projets à nous, on essaie toujours d'offrir aussi, dès qu'on peut, une traduction, ou au moins d'une solution qui propose le français via le casque, pour avoir un échange en luxembourgeois et puis en français vers le casque, pour pouvoir participer sans une barrière ou un délai de quelques secondes. Malheureusement, ce n'est pas le cas, comme tu l'as aussi dit, ce n'est pas le standard. Donc, il faut toujours regarder soi-même pour avoir la solution en main, ou bien à travers le TOD de l'ASTI, ou pour d'autres événements,
nous-mêmes de chercher des traducteurs, et c'est les coûts qu'il faut prévoir pour nos projets aussi. Et en fin de compte, c'est un investissement, donc il faudrait que ça devienne aussi un réflexe dans toutes les démarches qu'on fait. Même lors de notre vue avec notre Premier ministre et le ministre de l'Éducation, on a même évoqué que ce serait une idée de proposer un service gratuit de traduction ou du matériel ou des prestations à des associations ou des gens qui veulent proposer des événements, des échanges, etc., sans vouloir faire concurrence à celui de l'Asti. Merci. Je demande encore des prises de parole. Donc, il y en a une là, là. Donc, je vais prendre 4 questions. Voilà. Donc, Charles Margue, ex-Ilres, député vert actuel. Et fils de... J'ai étudié plus longtemps que 21 ans, mais j'étais politisé à la maison quand même depuis l'âge de 15-16 ans. Donc, j'avais mon opinion bien avant 18 ans. Et je n'ai jamais parlé autant luxembourgeois que depuis un certain octobre de 2018. Pendant 30 ans de vie professionnelle, j'ai parlé de plus en plus toutes les langues. Et on a évolué aussi récemment au niveau linguistique et pratique linguistique dans le mélange des langues. Et le mélange qui rend attentif l'autre à la différence et qui incite le respect. Et qui fait accepter le baragouinage que nous avons, au moins dans la deuxième ou la troisième langue que nous parlons. Hein. Et effectivement, le monde politique, au niveau de la Chambre des députés, est un monde à part, hein, donc qui passe à côté. Mais si on explique... nous sommes typiquement luxembourgeois parce que nous travaillons un texte français. Nous travaillons que des textes français. Voilà. Pour abonder dans le sens de Michel Paoli, les lois sur la langue, sur le trilinguisme au Luxembourg, les lois sur la nationalité, sur la double nationalité, ont toutes été prises en top-down, dans la logique d'un ancien président de la Commission européenne. Ça a été accepté, avalé. Certains dans son propre parti, mais ça a été accepté, y compris par la population. Et donc, effectivement, je confirme ce que François Benoît vient d'évoquer, mais il y a un sentiment qu'il y a ce déficit démocratique des élus, pas partagé. Il y en a quelques-uns sur une certaine extrémité, qui effectivement sont contre, mais ce n'est pas une majorité. Et ce qui est nouveau aussi, c'est que beaucoup de questions viennent d'émerger depuis la constitution du nouveau gouvernement et depuis les difficultés que nous avons eues au niveau de la réforme constitutionnelle. La loi électorale est discutée dans tous les partis, tous les grands partis au moins, que ce soit pour la circonscription unique ou une certaine proportion régionale quand même, et ça je parle pour les Verts, que la circonscription unique ne serait pas nécessairement la panacée, vu le problème de l'attractivité du centre, hein, et ne représenterait pas nécessairement tout le parti, mais ce sont des discussions ouvertes. Donc, ces questions ne sont pas évacuées, bien qu'elles ne soient pas mises dans l'actualité quotidienne. Et on a légiféré, et pour beaucoup d'entre nous, nous savons que le déficit démocratique ne va que s'accentuer. Et donc, il faut quand même se rappeler qu'il y avait déjà une minorité de luxembourgeois dans la circonscription centre pour les élections de 2018. Hein. Donc la question du 50-50 est dépassée, et je crois qu'elle est dépassée maintenant au niveau national de toute façon. Donc, mais ce qui, actuellement, nous avons le spectre du 80-20, du 80-20, partout, dans tous les rangs des partis, de tous les élus.
Et donc, ce vote a eu lieu. Mais c'est le problème d'une logique référendaire. Et je crois que cette logique référendaire et ce référendum de 2015 va nous bloquer, continuer à nous bloquer pendant un certain temps. Parce que les opposants, les 20, diront toujours, les 80, il y a toujours un résultat qui est dans l'air, bien qu'il y ait une réalité qui nous dépasse. Je m'appelle Bintena Max, je suis un étudiant en droit et en fait j'ai aussi quelques réflexions aux deux sujets. Déjà d'abord, c'est exactement ce que M. Marc a dit. Il y a le problème qu'il y avait un référendum sur ces sujets-là. Et puis comment veut-on adopter un sujet si précaire lorsqu'on avait déjà un résultat de 90%, puisqu'on risque vraiment de pousser une certaine partie de l'électorat luxembourgeois envers les extrêmes, et surtout les extrêmes de la droite. Et puis, j'ai aussi une question sur votre sondage, puisqu'il y avait déjà en 2015 des sondages qui estiment que les résultats seraient plus ou moins 50-50. Et puis, en fait, c'était 90%. Enfin, qu'est-ce que la TNS a changé au niveau de sa méthodologie, puisque apparemment en 2015, ce n'était pas très accurate. Et puis, il y a déjà encore un autre problème avec la communication et surtout avec l'apprentissage luxembourgeois, puisque moi, j'ai aussi une belle-mère marocaine et il y a vraiment un très grand problème sur l'apprentissage luxembourgeois parce que c'est très, très théorique et ainsi très, très difficile à apprendre le luxembourgeois parce que la grammaire est vraiment prépondérante dans l'apprentissage et ainsi on ne peut pas vraiment... C'est vraiment très, très difficile d'essayer d'apprendre cette langue. Et aussi, au niveau des droits de vote des jeunes, nous avons en fait une jeunesse très, très politique, mais une éducation civique très, très ennuyante. Parce que, de nouveau, elle est très, très théorique. Et moi, personnellement, j'ai une fois organisé une visite de la Chambre des députés avec débat environ un mois avant le référendum 2015. Et on était à peu près une 50. Et tout le monde, vraiment tout étudiant, a participé à la discussion sur le sujet du droit de vote des jeunes et aussi sur le droit de vote des étrangers. Enfin, beaucoup d'étudiants ont participé à la visite, certainement, puisqu'ils n'ont pas visité les cours. Mais lorsque la visite était finie, tout le monde avait participé à cette discussion. Donc, il y a toujours des grands enjeux à accomplir avant vraiment de pouvoir passer à une adoption du droit de vote des jeunes et des étrangers. Merci. Bonjour, je suis Myrlène Fonseca. Je suis étudiante en master et moi je me faisais une réflexion, je me posais la question si on a réellement envie d'inclure les jeunes dans la politique. Et je rejoins ce que disait le monsieur tout à l'heure. Moi, quand je revois mon parcours scolaire, donc j'ai fait ici au Luxembourg, je ne me rappelle pas du tout on a eu un cours d'instruction civique une année au lycée, mais à part ça, on n'a pas vraiment eu de cours sur les partis qu'il y a ici au Luxembourg. On n'y connaît rien. Donc, si on ne s'y intéresse pas soi-même en tant que jeune, et enfin, quand on est adolescent, on a quand même d'autres priorités. Si on ne souhaite pas s'investir soi-même dans la recherche pour comprendre qu'est-ce qu'est la politique ici au Luxembourg, quels sont les partis, qu'est-ce qui est fait, eh bien, on n'en a aucune idée. Et je trouve que ce serait quand même assez intéressant d'inclure ça à l'école, qui est un lieu où on est censé avoir tous les outils, justement, pour comprendre ce qui se passe dans la sphère politique. Et moi, j'ai l'impression, très sincèrement, qu'on n'a pas envie, en fait, d'inclure les jeunes dans la sphère politique. Je vais me permettre de le dire, moi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine condescendance envers les jeunes,
On dit très souvent, ils ne comprennent rien, ils ne savent pas, voilà, ils sont jeunes. Et à partir du moment où il y a des jeunes qui prennent la parole, mais qui viennent avec des idées un peu différentes, qui vont vers le changement, qui tendent vers le changement de la société, une mentalité un peu différente, eh bien, on remet un peu les jeunes vers les jeunes, ils comprennent de toute façon rien, ils sont pas capables de comprendre, ils pensent que le monde, il est tellement facile que ça. Donc, on ne les prend pas au sérieux, d'une part, et on ne leur donne pas les outils pour réellement pouvoir s'investir convenablement. En tout cas, c'est mon avis en tant que jeune. Même en tant que vieux. Alors, je me permets de donner d'abord la parole tout de même à toi pour répondre, parce que comme on a parlé beaucoup de droits de vote des étrangers, et après on revient sur le droit de vote des étrangers. Merci en tout cas. On avait parlé de la haine en fait qui existe aussi au niveau du référendum pour le droit des votes des étrangers. Je crois qu'il y a aussi une certaine haine, on va dire entre guillemets, envers les jeunes, parce que comme tu l'as dit, en fait, c'est vrai, parce qu'actuellement on a même des chefs d'État qui ont peur et une haine envers une fille de 15 ans de suédoise. 17, pardon, elle a commencé à 15 ans. Voilà. Donc, on peut très bien voir que, comme tu l'as dit, dès qu'il y a des jeunes qui formulent des revendications, des idées concrètes, on ne leur attribue pas du tout en fait, la crédibilité ou la maturité pour pouvoir formuler un tel propos ou des idées. Nous, en fait, c'est notre daily business et je salue aussi nos amis du Zentrum für politische Spiel. Donc, il existe vraiment des offres aussi au niveau de l'éducation non formelle, donc en dehors du domaine scolaire, mais aussi à l'école. Mais nous, on ne peut pas tout faire, donc on est aussi intéressé à sensibiliser les enseignants qui, eux, vont être en contact avec les élèves eux-mêmes. Et puis le Zentrum für politische Spiel, donc, qui est aussi présent aujourd'hui, je crois, ou en privé, je ne sais pas, qui a été fondé. Là aussi, on a salué la mise en place d'une telle structure qui a vraiment pour mission de promouvoir l'éducation à la citoyenneté, ce que nous faisons aussi depuis un certain temps pour promouvoir cette participation, et en tout cas de promouvoir l'échange. Et je crois que là, il faut créer ou maintenir même une culture d'échange ou de participation qui rend possible que toi-même, tu puisses exprimer tes opinions et ne plus avoir l'impression qu'il n'y a personne qui s'intéresse. Donc, essaye de t'informer. Nous essayons de t'informer. Il y a une offre dans le pays, mais elle n'est pas très large, mais on essaye de faire de notre mieux, en fait. Mais c'est clair, en fait, Laura a aussi mentionné les exemples en dehors des frontières du pays. On a la même chose que pour le droit de vote. L'Écosse et l'Autriche, ils ont introduit le droit de vote à 16 ans. Et là, on peut vraiment parler de résultats concrets, des études qui démontrent qu'un jeune à 16 ans, déjà, qui participe à des élections, est déjà sensibilisé à 16 ans et plus intéressé après les élections pour pouvoir continuer en tant qu'électeur ou citoyen informé et intéressé au débat. Donc ça vaudrait la peine aussi de faire cette démarche-là, non seulement pour le droit des votes étrangers, mais aussi d'abaisser le droit de vote des jeunes. Voilà, je passe là. Moi, je voulais juste encore une fois réagir effectivement sur ce blocage du référendum et aussi sur la question de la langue. Donc d'abord, on en est conscient. Mais on garde la pression. Et je pense que déjà, on se dit on va commencer à continuer, par exemple, si ce n'est une chose qui est celle de la durée des résidences pour les élections communales, qui est la même que celle pour devenir luxembourgeois. Ce qui semble tout de même étrange que pour voter aux élections communales, un étranger doit attendre autant que pour devenir luxembourgeois. Donc ça nous paraît, nous sommes en train de pousser là-dessus aussi. Mais c'est vrai qu'il faudra à un moment ou à un autre du courage politique. On a appris le courage politique de rendre les transports publics gratuits. Le monde entier en parle. Pourquoi ne serions-nous pas un des premiers pays de l'Union européenne à ouvrir le droit de vote aux élections nationales avec des conditions? Peut-être, oui, bien sûr. Mais ça pourrait être tout de même aussi vraiment une image d'ouverture, de progrès, tel que le veut tout de même actuellement le Luxembourg avec son nation branding. Donc on serait vraiment content qu'on aille dans ce sens. En ce qui concerne la langue, je crois effectivement et ça me préoccupe que Charles Marx dise que depuis qu'il n'était plus dans le privé et maintenant dans le milieu politique, on ne fait que parler luxembourgeois. C'est un peu préoccupant, parce que la réalité du monde de l'économie
qui n'est pas celui des fonctionnaires, mais celui de l'économie. On est vraiment celle du multilinguisme perpétuel toute la journée. Et je crois que c'est vraiment ça, notre particularité, qui nous rend aussi très attractif et très intéressant. Les étrangers souvent disent qu'une des choses qu'ils adorent au Luxembourg, c'est justement ce fait d'avoir tellement de langues, tellement de gens, et ça fait aussi peut-être aussi notre dynamisme. Alors assumons-le, mais assumons-le jusqu'au la fin, jusqu'aussi au point politique. Et quand on veut apprendre luxembourgeois, vous avez raison, c'est très difficile. Moi-même, je suis un peu comme dans le cas de Madame Silva. J'ai fait mes études ici, j'ai appris le luxembourgeois sur le tas. Je ne peux pas expliquer à quelqu'un une règle. Hein. J'ai toujours adoré cette langue parce que c'était la langue que je pouvais écrire comme je voulais, alors que l'allemand, j'avais plein de fautes. Et maintenant, on nous fout une grammaire et moi, je ne sais même pas comment faire. Je demande à mes amis étrangers comment je dois écrire. C'est incroyable. Donc, je crois que c'est ça aussi un peu la réalité luxembourgeoise. Et quand on n'a pas la possibilité de la pratiquer, et c'est ce que nous, on remarque à l'ASTI, on est investi énormément dans la pratique de la langue. Pourquoi ? Parce qu'on se tape des heures de cours. Après, on a peut-être même la nationalité luxembourgeoise. Et après, plus personne ne vous parle luxembourgeois et vous perdez tout. Et c'est ça la réalité. Et donc, il faut arrêter. Je crois que c'est vrai que la langue luxembourgeoise, c'est important de l'apprendre, je crois que c'est bien, mais il faut aussi savoir qu'il faut la pratiquer. Et si personne parle avec vous cette langue, et même si vous avez fait des efforts pour devenir luxembourgeois et après on parle plus, eh ben, vous aurez le passeport luxembourgeois sans parler luxembourgeois. Et c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on remarque. Et je crois que c'est ça aussi qui rend le débat. Et là, je m'excuse, et il faut du courage politique. Ou peut-être, et ça c'est une question peut-être qu'on pourrait se poser, est-ce qu'il faut de nouveau attendre que l'Union européenne dise, comme ça a été le cas avec l'accord de Maastricht pour les élections communales, de donner le droit de vote, maintenant on est bien sûr dans le cadre européen, sur base de la résidence. D'ailleurs, c'était aussi un débat qui existait au niveau de l'Union européenne. Hélas, avec les tendances politiques qu'on connaît dans d'autres pays, il est parti ce débat. Mais peut-être qu'il va revenir. Hein, on ne sait jamais. Mais ce serait tout de même dommage que justement le Luxembourg attende toutes ces années et ne dise pas, allez, nous, on va vraiment être les champions finalement de la participation politique et d'une démocratie. C'est pas plus que ça. Et l'exemple de Madame Silva montre, et il y en a d'autres. Bettendorf, le premier échevin, c'est un Portugais, il aurait pu être bourgmestre. Montre, mais tous les gens l'aiment, ils sont contents avec lui. Il fait pas autre chose. Et les sondages de TNS Ilres, ils montrent quoi ? C'est que des fois même les étrangers sont beaucoup plus, pragmatiques dans la façon dont ils voient leur vie, et peut-être même parce qu'ils sont contents, parce qu'ils ont un niveau de vie que n'ont pas leurs collègues dans leur pays, se disent, merde, j'ai tout de même la chance de vivre ici, et ils n'ont absolument aucun intérêt économique de saper cela. Donc je pense qu'il faut un peu croire dans l'être humain et avoir confiance en lui. Voilà. Est-ce que... Si vous permettez... Puisqu'on a parlé sondage, et on a la chance d'avoir le directeur d'études de TNS Ilres avec nous, Tommy Klein voudrait réagir par rapport à la question. Je suis sûr que M. Marc, par rapport aux études réalisées en 2015, il va également encore prendre position, mais il ne faut pas toujours essayer de simplifier tout, de rationaliser tout. Un sondage, ce n'est pas un référendum où l'on répond par oui ou non. Un sondage, c'est... On essaye de comprendre un sujet, on essaye d'élaborer un sujet, on essaye de comprendre les raisons qui peuvent amener quelqu'un à répondre oui ou non. Aussi ici, quand vous voyez le résultat qu'on a présenté, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu également, et je propose une interprétation différente de celle qu'on a entendue aujourd'hui, on a vu que 20% sont tout à fait d'accord qu'on donne le droit de vote aux étrangers. 20%. On est loin d'une majorité. Les autres 40%, ils sont plutôt d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on en tire ? On n'en tire pas comme pour un référendum, on a une majoritaire, oui ou non. On en ressort qu'il faut essayer de comprendre les freins. Il faut essayer de comprendre les comportements, les réflexions qui peuvent emmener quelqu'un à répondre par oui ou non. En 2015, ce qui a également influencé les gens,
c'est surtout les campagnes 2 semaines avant le référendum. Il y a des campagnes, des publications qui ont fait que, dans une certaine perception, on était amené à répondre 3 fois non, et parfois c'était un non au gouvernement, parfois c'était un non parce que son parti préférait le proposer, et je vous dis honnêtement, mon opinion personnelle, très rarement c'était un non au sujet. Nous avons, s'il y a plus... Je voudrais juste rajouter, en rejoignant tout à fait Toby Klein, pour 2015, nous sommes partis à Noël 14, avec une situation qui était complètement différente, notamment sur la question du droit de vote des jeunes, où il y avait une majorité pour. Il y avait aussi une majorité des jeunes qui étaient pour l'octroi de vote des étrangers. Et les sondages, en complément à Tommy Klein, vous donnent des éléments d'explication, mais aussi des dynamiques. Et on l'avait répété 3 ou 4 fois, le questionnement, y compris la dernière semaine, des sondages non publiés. Donc, vous avez collectivement un peu oublié ce qu'on a publié en janvier, autour de Noël 14, où le résultat était beaucoup plus nuancé. Il y avait moins de peur, il y avait moins de bombardements 3 fois non. Donc, il n'y avait pas encore de campagne. On était dans un début de prise de conscience. Et ensuite, tout s'est emballé et la peur s'y est mêlée au point que les jeunes, pas tellement politisés, franchement, au risque de vous décevoir, dans leur majorité, ont vu leur propre opinion évoluer en discutant à la maison sur toutes les questions de complications que pourrait avoir l'octroi du droit de vote aux étrangers, dans la vie, etc. Donc ça a été rationalisé. Ils ont été pris par le doute et ils ont abandonné leur approche généreuse qui était basée sur le vivre ensemble dans les classes, dans les bus, dans les associations. Et pour se retrouver avec un 2 tiers pour, ils étaient 2 tiers contre. Donc, vous avez aussi ces dynamiques-là et qui sont propres à des campagnes référendaires trop courtes. Définitivement, comme c'était le cas, il fallait avoir 2 ans de discussion là-dessus en toute sérénité avant d'aller à un référendum. Merci. Nous avons l'habitude de clore toujours avec un mot de la fin. Je tiens juste avant que vous partiez, vous rappeler que le prochain déjeuner, conférence débat sera sur les jeunes et sera dans un lycée. Ce sera le lycée Michel Lucius et qui va parler sur les identités, sur les jeunes et leur identité multiple ici à Luxembourg. Ce sera une conférence que nous avons délibérément décidé de l'organiser dans un lycée, mais bien sûr, il sera ouvert aux personnes qui désirent participer. Dans les prochains jours, nous allons sortir les promotions. Je rappelle aussi que le film d'aujourd'hui, les PowerPoint, etc., ils seront disponibles à partir de la semaine prochaine sur le site de la STI. D'ailleurs, ceux aussi qui ont déjà les conférences qu'on a déjà eu lieu. Et je le donne maintenant le mot de la fin à Jean-Louis Schlasser qui va nous donner son impression personnelle et son appréciation personnelle sur le débat d'aujourd'hui. Merci Laura. Donc, je suis membre du conseil d'administration de l'ASTI et je vais me permettre de faire quelques réflexions au sujet de ce que nous venons d'apprendre. J'ai pris des notes, donc mon intervention ne sera pas tellement structurée, mais je ferai de mon mieux. Et je vais me rasseoir pour pouvoir consulter sans peine, non, M. Soyran, on fera 2. Donc, le titre de la conférence, en fait, pour moi, est un titre totémique, la lutte continue. Et c'est, en fait, si on remet ça dans un contexte, mettons aussi historique, quoique je ne suis pas historien, mais une histoire au long cours,
c'est l'historique d'une lutte, celle des étrangers, celle des jeunes. C'est une lutte idéologique qui oppose des facteurs d'exclusion et des facteurs de partage du pouvoir. Si on résume cela, pour moi, à l'essentiel, c'est que nous venons de discuter, c'est que nous venons d'apprendre, et notamment par la très magistrale explication que Michel Paoli nous a fournie sur les péripéties du droit de vote à partir de la loi du 16 août 1919. Donc des péripéties ultérieures qui étaient, je dirais, très, très compliquées. Je dirais même un peu marrantes des fois, et anecdotiques. Et pour moi, le point d'orgue de toutes ces péripéties, en fait, était ce référendum aussi malhabile que bête, en fait, hein, parce qu'il n'y avait aucun besoin de le faire. Et je rejoins là, en disant cela, un peu l'opinion que Michel Paoli aussi avait sur l'obligation de certains qui sont aux manettes du pouvoir de prendre les devants et d'oublier justement ce que dit le bon peuple. Réfléchissons à certaines choses dans ce contexte. Par exemple, est-ce qu'en France, la peine de mort aurait été abolie si on avait écouté le peuple? Est-ce qu'elle ne serait pas réintroduite à l'heure actuelle si on consultait le peuple? Et à trop vouloir consulter le peuple, à trop vouloir faire des référendums et à trop vouloir faire appel aux émotions au lieu de faire appel à la raison, en fait, on aboutit à une chose qu'on nomme beaucoup maintenant, c'est le populisme. Et la discussion qui a été menée pour une raison, et là nous avons du côté de l'ASTI et aussi un peu de la Ligue des droits de l'homme que je représentais à l'époque, quand nous sommes allés dans les provinces lointaines du Luxembourg exposer nos idées sur le référendum, et nous avons payé de notre personne, et nous avions quelqu'un en face de nous qui justement était cette personne qui faisait semblant d'être à la tête d'un mouvement, mais en fait, il était en tête d'un compte Facebook, hein, pour faire court. Ça se résumait à ça. Et certains bourgmestres, je me rappelle d'un seul qui a fait cette réflexion-là, c'était le bourgmestre de Strassen, qui a dit, mais en fait, il représente qui? Hein, c'est une présence Internet. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il s'est trouvé qu'il y avait beaucoup à le suivre, mais c'était un mouvement qui n'était pas structuré. Voilà, c'est une des réflexions que je me suis fait sur cette volonté de vouloir suivre le peuple, et je rejoins là aussi ce dont on a parlé au sujet du personnel politique, notamment celui des mandataires dans la Chambre des députés. Voilà, je consulte donc mes notes, hein, et j'essaie de structurer un peu. Et bon, ce qu'il faut quand même dire, et là, ça a été dit plusieurs fois, notamment lors de l'exposé de Michel Paoli aussi, c'est le rôle que l'ASTI n'a cessé de jouer dans cette affaire-là, et qu'elle continue, et qu'elle va continuer à jouer. Bon, l'ASTI, heureusement, n'est pas seule. Il y a une société civile
très active, et certains membres de cette société civile, certains représentants de cette société civile sont parmi nous. Et donc, peut-être que la lutte continue. Elle n'a pas abouti, elle est loin d'avoir abouti, hein. Mais avec des gens de bonne volonté, tant au niveau du personnel politique, nonobstant l'extrême droite et les partis réactionnaires très nombreux dans le CSV, se faisant aider par la société civile, nous allons aboutir à avoir une société plus juste et qui pratique moins l'exclusion, et qui surtout fait aussi quelque chose, qui ferait quelque chose, et vous avez un slogan devant vous, Evidence-Based Policy Advice. Et je crois que le Evidence-Based Policy Advice, si chacun s'y référait, serait d'une grande aide. Voilà, en vous remerciant. Merci beaucoup. Donc, je vous invite, si vous voulez, on peut continuer à discuter encore autour d'un peut-être, s'il reste encore des sandwichs, vous pouvez en manger et boire. Pour le reste, je vous donne rendez-vous le mercredi 12 février au lycée Michalout sur la discussion avec des jeunes sur leur identité multiple, aussi avec un input de Madame Ike, maintenant je ne sais plus le nom, mais de l'Université de Luxembourg. Et bien sûr, pour toutes les autres conférences, consultez notre site. Il y en a encore plein en vue. Et nous vous remercions d'être venus nombreux. Ça nous fait plaisir. Merci. Au revoir.